Bonjour et bienvenue à l'avant-dernière partie, donc 7 sur 8 de A Man Called Ove, la vie selon Ove. Donc cette semaine est la dernière semaine avec ce livre. Aujourd'hui, cette vidéo est vendredi, la dernière vidéo de lecture et la conclusion. Après ça, ça va être des critiques et d'autres trucs, comme vous savez que je fais sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, c'est les chapitres 31 à 35. Donc, 301 à 343, donc 43 pages en toute logique. Je pense pas qu'on a besoin de lire la fin du chapitre 30. On va dire commencer avec le chapitre 31. Ove fait marche arrière avec une remorque bis repetita. Ça doit être du latin. J'annonce déjà. Ça se peut que j'atchoum des fois. J'ai un rhume. Ne t'inquiète, je vais pas vous le donner à travers ça. Donc soyez pas étonnés. Ça arrive quelquefois. Bref. Chapitre 31, Ove fait marche arrière avec une remorque bis repetita. C'était le jour où Ove aurait dû mourir. C'était le maudit jour où il aurait enfin dû réussir. Il a fait sortir le chat, posé l'enveloppe avec la lettre et ses papiers sur le paillasson de l'entrée et descendu le fusil du grenier. Il n'aime pas cela, non. Mais il a décidé que sa répugnance envers les armes n'égalera jamais son aversion du vide qu'il a laissé dans la maison. L'heure est venue. C'était donc le jour où Ove aurait dû mourir, mais peut-être quelqu'un, quelque part, avait-il compris que le seul moyen de l'arrêter était de lui envoyer quelque chose qui le mette suffisamment en colère pour le détourner de son but. Et voilà qu'à la place, les bras croisés d'un air mutin, il fait face à l'homme en chemise blanche dans la rue et déclare « Il n'y avait rien à la télé !» L'homme l'a observé pendant toute la conversation sans manifester la moindre émotion. En fait, à chacune de leurs rencontres, il a fait à Ove l'effet d'un robot, comme tous les autres hommes en chemise blanche, auxquels Ove s'est mesuré au cours de sa vie. Ceux qui disaient que Sonia allait mourir des suites de l'accident, ceux qui avaient fui la responsabilité après l'événement, et ceux qui refusaient de désigner des coupables. Ceux qui n'avaient pas voulu construire de rampe d'accès pour fauteuil roulant à l'école, ceux qui avaient essayé de l'empêcher de travailler, ceux qui avaient exhumé d'élégants alinéas du plus petit papier sur lequel il avait mis la main pour interrompre les remboursements de l'assurance. Ceux qui avaient voulu la placer en foyer. Ils avaient tous eu le même regard indifférent, à croire qu'ils n'étaient que des coquilles vides qui venaient briser la vie des gens. Mais quand Ove dit ça, qu'il n'y a rien à la télévision, il comprend pour la première fois la légère palpitation d'une veine sur la tempe de l'homme. Une lueur de frustration, peut-être. Une colère stupéfaite, sans doute. Un pur mépris, certainement. Mais Ove constate tout de même enfin qu'il a réussi à atteindre son interlocuteur, un homme en chemise blanche qui plus est. L'homme serre les dents et se détourne, mais n'a plus la démarche maîtrisée et indifférente du représentant d'une autorité qui a la situation en main. Son calme a fait place à la rage, à l'impatience, au désir de revanche. Ove ne se souvient pas s'être autant réjoui depuis très, très longtemps. Il aurait évidemment dû mourir aujourd'hui. Il avait l'intention de se tirer une balle dans la tête tranquillement après le petit déjeuner. Il a nettoyé la cuisine et fait sortir le chat et pris le fusil au grenier avant de s'asseoir bien droit dans son fauteuil. Il a tout planifié, ainsi parce que son hôte demande toujours à sortir à ce moment de la journée pour faire ses besoins. Un des rares traits de caractère qu'Ove estime hautement chez ce félin qui répugne à aller aux toilettes chez les autres. Ce n'est pas non plus le genre d'Ove. Mais bien sûr, Parvanet est venu tambouriner à sa porte avec le même entêtement que si c'était celle des dernières toilettes en service de la planète. À cause que cette bonne femme n'avait pas de toilette dans sa propre maison. On va cacher le fusil derrière le radiateur pour qu'elle ne s'en mêle pas, puis ouvert la porte. Parvanet a presque dû user de la force pour qu'il prenne le téléphone qu'elle lui tendait. Qu'est-ce que c'est? A demandé Ove. Non. Qu'est-ce que c'est? A demandé Ove, en tenant le téléphone entre le pouce et l'index comme un objet malodorant. C'est pour toi, a haleté Parvanet, une main plaquée sur le ventre en essuyant son front humide de sueur malgré la température négative. C'est la journaliste. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de son téléphone? Seigneur, c'est pas son téléphone, c'est le mien. Elle m'a appelé dessus. Et a répondu impatiemment Parvanet. Puis elle s'est faufilée dans l'entrée et s'est lancée vers les toilettes sans lui laisser le temps de protester. Eh bien,
a fait Ove en tenant le téléphone à quelques centimètres de son oreille, rien n'indiquant s'il s'adressait à Parvanet ou à la personne à l'autre bout de la ligne. Bonjour, a clamé la journaliste, Lena, d'une voix telle qu'Ove a préféré écarter un peu plus l'appareil. Vous êtes prêt à donner une interview maintenant? A-t-elle ajouté joyeusement. Non, a dit Ove en examinant le téléphone à la recherche du bouton raccroché. Est-ce que vous avez lu la lettre que je vous ai envoyée? A crié la journaliste. Et le journal? Vous avez lu le journal? Je pensais que vous devriez vous faire un avis sur nos reportages. A-t-elle braillé comme si. A-t-elle braillé comme il ne répondait pas. On est allé chercher dans la cuisine le journal et la lettre qu'Adrian lui avait apportée dans son uniforme de facteur. L'avez-vous? A hurlé la femme au bout du fil. Mais calmez-vous un peu, laissez-moi au moins lire, a lancé Ove au téléphone en se penchant sur la table de la cuisine. Je voudrais seulement savoir si vous. A-t-elle poursuivi avec entêtement. Mais vous allez vous calmer à la fin? A tempêté Ove. Elle s'est tue. Le journaliste n'entendait plus que le bruit d'un journal qu'on feuillette, tandis qu'Ove ne percevait dans le combiné que le martèlement impatient d'un stylo sur un bureau. Vous ne vérifiez plus vos informations maintenant? A maugré finalement Ove en lançant des regards sombres au téléphone comme si l'appareil était coupable. Quoi? Ça dit, le restaurant Atmosphère, situé à 442 mètres d'altitude dans le gratte-ciel Burj Khalifa à Dubaï, est le restaurant le plus haut du monde. Ah bon? C'était pas moi qui ai écrit l'article, alors je ne sais. Mais prenez un peu vos responsabilités, bon sang! Quoi? C'est une erreur! Bon, sérieusement, Ove. Parmi tous les articles du journal, vous vous fâchez à propos du dernier qui. Il y a des restaurants dans les Alpes! Silence pensif à l'autre bout du monde. À l'autre bout du. C'est parce qu'il parle des Alpes puis de Burj Khalifa que j'ai dit ça sûrement. Silence pensif à l'autre bout du fil. Puis un long soupir. D'accord, Ove. C'est certainement une erreur. Je vous l'ai dit, ce n'est pas moi qui ai écrit l'article. Mais je suppose que l'auteur voulait parler de la hauteur depuis le sol, pas depuis le niveau de la mer. Ce n'est pas du tout la même chose. Oui, c'est vrai. Elle a poussé un nouveau soupir, encore plus profond. Elle avait probablement l'intention d'aborder ensuite la question qui lui occupait l'esprit et était la raison de l'appel. Demandait à Aude de revenir sur son refus d'accorder une interview. Mais elle ne pouvait autant oublier l'idée, parce qu'à ce moment précis, Ove est entré dans la salle de séjour et a vu passer devant sa maison un homme en chemise blanche dans une Skoda blanche. Et voilà comment Ove n'est pas mort ce jour-là. Allô? A appelé le journaliste un instant avant qu'Ove ne se rue du dehors. Aïe aïe aïe, a murmuré avec Parvanet, qui était sorti des toilettes juste à temps pour voir Ove se précipiter hors de la voiture. Le conducteur est sorti de sa voiture, devant le pavillon de Rune et Anita. Ça suffit maintenant! Vous m'entendez? Je vous défends de circuler en voiture dans ce lotissement. Vous ne ferez pas un seul foutu mètre de plus. Vous avez compris? Le criait Ove, bien avant d'être arrivé à sa hauteur. Le petit homme a redressé le paquet de cigarettes dans sa poche de poitrine avec un air de profond dédain et soutenu clairement le regard d'Ove. J'ai une autorisation. Vous n'en avez certainement pas, nom de Dieu! L'homme en chemise blanche a haussé les épaules, comme pour chasser un insecte. Et qu'est-ce que vous pouvez bien y faire, Ove? La question a pris Ove par surprise. Une nouvelle fois, il s'est arrêté, les mains frémissant de rage, avec une dizaine d'invectives prêtes à fuser. Mais à son propre étonnement, il n'est pas arrivé à en prononcer une seule. Je sais qui vous êtes, Ove. Je sais tout sur les lettres que vous avez écrites après l'accident et la maladie de votre femme. Vous êtes une sorte de légende chez nous, vous savez? A poursuivi le fumeur d'une voix plate. Ove a entrouvert les lèvres. L'homme a hoché la tête. Je sais qui vous êtes. Je fais simplement mon boulot. Une décision est une décision. Vous ne pouvez rien y faire. Vous devriez le savoir depuis le temps. Ove a fait un pas vers lui, mais l'homme en chemise blanche le repoussait d'une main sur la poitrine, sans violence, sans agressivité, doucement, mais avec fermeté, de la même façon que si la main ne lui appartenait pas, mais était pilotée directement par un robot au centre informatique d'une administration publique. Rentrez chez vous et allez regarder la télé avant d'avoir plus de problèmes avec votre cœur. La femme a l'air décidée, également en chemise blanche. Elle est descendue de la voiture du côté passager, les bras encombrés d'une pile de papier.
Le conducteur a verrouillé le véhicule dans un bip sonore, puis s'est détourné comme si la conversation n'avait jamais eu lieu. Ove est resté là, les poings serrés et le menton en avant ulcéré, tandis que les chemises blanches disparaissaient dans le pavillon d'Anita et Rune. Ce n'est qu'au bout de quelques minutes qu'il s'est résigné à s'éloigner, mais quand il a pris le chemin de la maison de Parvanet, sa démarche était empreinte d'une fureur déterminée. « Ton bon arrière de mari est à la maison ?» fait Ove d'une voix menaçante en passant devant sa voisine. Parvanet n'a eu que le temps de hocher la tête avant qu'Ove n'arrive à la porter en 4 enjambées. Patrick a ouvert, appuyé sur ses béquilles. Le plâtre semblait couvrir la moitié de son corps. « Bonjour, Ove !» l'a-t-il salué gaiement en agitant une béquille, ce qui l'a immédiatement fait perdre l'équilibre et l'a envoyé chanceler contre un mur. « La remorque que tu avais quand vous êtes arrivé, où elle est maintenant ?» a demandé Ove. Patrick s'est appuyé contre le mur, de son bras indemne, comme pour prétendre qu'il avait toujours eu l'intention de vaciller. « Quoi? Oh, la remorque, là? Je l'ai empruntée à un type au boulot. »« Appelle-le, il faut que tu l'empruntes de nouveau, » dit Ove en pénétrant dans le couloir sans y être invité pour attendre la remorque. Voilà grosso modo comment Ove n'est pas mort ce jour-là, juste parce qu'un élément perturbateur l'avait mis suffisamment en colère pour accaparer son attention. Quand l'homme et la femme en chemise blanche sortent du pavillon d'Anita et Rune, à peine 1 heure plus tard, ils trouvent leur petite voiture blanche ornée du logo de la commune, bloquée au bout de la petite impasse par une énorme remorque. Quelqu'un l'a garée là pendant qu'ils étaient dans la maison de sorte qu'elle obstrue tout le passage. En fait, la manœuvre semble presque volontaire. La femme se contente d'afficher une expression de profonde confusion, mais l'homme s'avance tout de suite vers Ove. « C'est vous qui avez fait ça? » Ove croise les bras et le regarde froidement. « Non! » L'homme a un sourire indulgent, comme le font les hommes en chemise blanche, habitués à être obéis quand on les contredit. « Déplacez-la tout de suite. Je crois que ça ne va pas être possible. » Le propriétaire de la Skoda soupire, comme s'il s'apprêtait à menacer un enfant d'une punition. « Déplacez la remorque, Ove. Sinon j'appelle la police. » Ove secoue la tête, serein, en désignant le panneau tout au bout de la rue. C'est interdit de circuler en voiture. Dans le lotissement, c'est écrit en gros sur le panneau. Vous n'avez rien de mieux à faire que de jouer les agents de la circulation toute la journée. J'ai mis le petit homme. Il n'avait rien à la télé, répond Ove. Et c'est à cet instant que la tempe de son adversaire palpite, telle une infime fissure dans son masque. Il considère la remorque, la Skoda, le panneau, Ove, qui se tient devant lui bras croisés. Il paraît se demander un instant s'il arriverait à faire obéir le retraité par la force, mais décide de toute évidence au même instant que ce serait une terriblement mauvaise idée. « C'est stupide, Ove. Très, très stupide, » siffle-t-il finalement. Pour la première fois, ses yeux bleus sont remplis d'une authentique fureur. Ove le contemple sans roncher. L'homme en chemise blanche s'éloigne en direction de la route d'une démarche signifiant qu'il n'a pas dit son dernier mot. La femme, à la pile de papier, le suit d'un pas rapide. On pourrait croire qu'Ove les regarderait s'éloigner d'un air triomphant. En fait, il s'attendait lui-même à réagir ainsi. Mais maintenant, il n'est plus que triste et fatigué, comme s'il n'avait pas dormi depuis plusieurs mois et que ses forces suffisaient tout juste à croiser les bras. Il glisse les mains dans ses poches et rentre chez lui. Mais à peine a-t-il fermé la porte qu'on y tambourine. « Ils veulent enlever Rune et Anita !» crie Parvanet, le regard bouleversé, en ouvrant le battant avant qu'Ove ait pu amorcer un geste en direction du verrou. « Ah !» souffle Ove, d'un air fatigué. La lassitude dans sa voix surprend autant Parvanet qu'Anita, qui l'a suivi. Et peut-être aussi Ove lui-même. Il inspire brièvement et observe Anita. Elle est plus grise et tassée que jamais. Ils disent qu'ils vont venir le chercher cette semaine. Que je ne peux pas m'occuper de lui, dit-elle, une voix si frêle que les mots franchissent difficilement ses lèvres. Ses yeux sont rougis. « Il faut que tu les en empêches, » s'écrie Parvanet en prenant le bras d'Ove. Celui-ci se dégage en évitant son regard. « Bah, ils ne vont pas l'emmener avant plusieurs années. Il y aura des appels et ils vont tout passer dans leur moulinette bureaucratique de merde, » répond Ove. Il essaie de se faire plus convaincu qu'il n'en a l'air, mais n'arrive pas à s'inquiéter du ton de sa femme. Il veut simplement que les deux femmes s'en aillent. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, » rugit Parvanet.
C'est toi qui ne sais pas de quoi tu parles, réplique-t-il d'une voix inexpressive, les épaules basses. Tu n'as jamais eu affaire à ces autorités. Tu n'as aucune idée de la manière de lutter contre ces gens. Mais tu dois parler, fait-elle avec émotion alors qu'Ove sent ses forces l'abandonner. Peut-être est-ce la vue du visage épuisé d'Anita. Peut-être est-ce la conscience qu'une bataille gagnée ne signifie pas grand-chose. Une Skoda bloquée ne change rien. Ils reviendront. Comme avec Sonia, comme à chaque fois, avec leurs lois et leurs documents. Les hommes en chemise blanche gagnent toujours. Et les hommes comme Ove perdent toujours des personnes comme Sonia. Et rien ne peut la lui rendre. Au bout du compte, il ne reste qu'une longue suite de jours monotones, sans plus de sens, qu'un plan de travail huilé dans une cuisine. Ove ne le supporte plus. En cet instant, il le ressent avec plus d'intensité que jamais. Il n'en peut plus. Il n'a plus envie de se battre. Il veut simplement mourir enfin. Parvanet continue d'argumenter, mais il ferme simplement la porte. Elle tambourine sur le panneau, mais il ne l'entend plus. Il se laisse choir sur le tabouret, les mains secouées de tremblement. Son cœur bat à peine. Son cœur bat à lui exploser les tympans. C'est l'inverse, c'est ce que j'ai dit. Le poids dans sa poitrine, comme si une masse lui écrasait le larynx, ne s'atténue qu'au bout d'une vingtaine de minutes. Alors, Ove se met à pleurer. Ove qui pleure, c'est que ça va vraiment mal. 32. Ove ne tient pas un fichu hôtel. Sonia avait expliqué un jour que, pour comprendre les hommes comme Ove et Rune, on devait d'abord se dire qu'ils étaient nés à la mauvaise époque. Ils n'attendaient que quelque chose tout simple de la vie. Un toit au-dessus de la tête, une rue calme, une marque de voiture et une femme auquel être fidèle. Un métier où ils avaient une fonction. Une maison où les choses se dégradaient à intervalles réguliers pour avoir quelque chose à réparer. Les humains veulent seulement vivre dans la dignité, mais la définition de ce mot varie d'une personne à l'autre, avait ajouté Sonia. Pour les hommes du tempérament d'Ove et de Rune, la dignité était peut-être simplement la conscience qu'ils s'étaient débrouillés seuls très jeunes et qu'ils avaient donc le droit de ne jamais dépendre de qui que ce soit une fois adultes. Ils étaient fiers de maîtriser la situation, d'avoir raison, de savoir quel chemin prendre et comment resserrer une vis ou pas. Ove et Rune étaient d'une génération où un homme était ce qu'il faisait, pas ce dont il parlait, disait Sonia. Bien sûr, elle était consciente que ce n'est pas de la faute des hommes en chemise blanche si elle était en fauteuil roulant, si elle avait perdu l'enfant, si elle avait eu un cancer. Mais elle savait aussi qu'Ove ignorait comment vivre avec une colère sans nom. Ils avaient besoin d'y coller une étiquette, de la ranger dans une catégorie. Alors quand les hommes en chemise blanche des services sociaux dont personne de sensé ne connaissait le nom, essayèrent de contraindre Sonia à faire tout ce qu'elle ne voulait pas, quitter son travail, quitter sa maison, accepter qu'elle valait moins qu'une personne valide, accepter qu'elle était mourante, Ove lutta. À coups de documents, de lettres, de tribunes, de recours et de choses aussi insignifiantes qu'une rampe d'accès pour handicapés à l'école. Il lutta pour les droits de sa femme, si longtemps et résolument qu'il commença à tenir les autorités pour personnellement responsables de ce qui était arrivé à Sonia et à l'enfant, de la mort. Puis elle l'avait laissé seul dans un monde dont il ne comprenait plus la langue. Ove est toujours assis dans le couloir quand le chat gratte à la porte. Ove lui ouvre. Tu dois dire Ove lui ouvre. Il se regarde un instant, puis Ove s'écarte pour le laisser passer. Il dîne devant la télévision. À 10h30, Ove éteint la lampe du séjour et monte l'escalier. Son hôte lui emboîte le pas, vigilant, comme s'il sentait qu'Ove veut faire quelque chose dont il ne l'a pas informé, mais qui ne va pas lui plaire. Tandis qu'Ove se déshabille, il s'assied dans la chambre, avec la mine de celui qui s'efforce de comprendre un tour de passe-passe. Ove se couche et attend, immobile, que le félin s'endorme enfin sur le lit, du côté de Sonia. Ça dure plus d'1 heure. Évidemment, Ove n'agit pas ici parce qu'il a le sentiment de devoir ménager cette sale bestiole. Il n'a simplement pas la force de se disputer avec elle. En fait, il trouve insensé d'expliquer les concepts de la vie et de mort à un animal, pas fichu de garder une queue entière sans anicroche. C'est tout. Enfin, quand le chat roule sur le dos et se met à ronronner, gueule ouverte sur l'oreiller de Sonia, Ove se lève aussi légèrement que possible, traverse la salle de séjour et récupère le fusil derrière le radiateur.
Il prend les 4 feuilles de film plastique qu'il avait rapportées à la remise et rangées dans le placard à balai pour que l'animal ne les trouve pas, puis entreprend de les scotcher au mur du couloir. Après mûre réflexion, on va décider que c'était le meilleur endroit où procéder, puisqu'il a le moins de surface à protéger. Ça fait sûrement beaucoup d'éclaboussures quand on se tire une balle dans la tête, et il ne voulait pas laisser plus de désordre que nécessaire. Sonia détestait qu'il mette la pagaille dans la maison. Il a remis les chaussures et le costume du dimanche, le tissu est sale et sent toujours les gaz d'échappement, mais il s'en contentera. Il soupèse l'arme des 2 mains, à croire que son centre de gravité joue un rôle quelconque dans son entreprise. Il la tourne et la retourne, appuie un peu sur le canon en métal comme pour plier le fusil en deux. Non pas qu'il s'y connaisse en armes à feu, mais n'importe qui voudrait s'assurer de la qualité du matériel, si l'on peut dire. Et puisqu'Ove présume qu'il ne contrôle pas un fusil à coups de pied, il n'a pas d'autre solution que de le tordre et tirer dessus pour voir ce qu'il arrive. Pendant qu'il procède, il est frappé par la pensée que rester tout habillé est une très mauvaise idée. Le costume va être couvert de sang. Ce serait bête. Pourtant, le fusil, il ôte dans le salon le costume qu'il plie avec soin et le met doucement par terre à côté des chaussures du dimanche. Puis il ajoute à la lettre contenant les instructions destinées à Parvanet la phrase enterré en costume au pied de la rubrique organisation de l'enterrement avant de déposer l'enveloppe sur la pile de vêtements. La lettre interdit aussi clairement toute fioriture. Pas de cérémonie extravagante, ni d'autres bêtises du même style. Simplement en terre auprès de Sonia. La concession est déjà payée et Ove a mis de l'argent dans l'enveloppe pour le corbillard. Désormais vêtu d'un simple caleçon et de chaussettes, Ove ramasse le fusil dans le couloir. Il aperçoit son reflet dans le miroir mural. Cela fait sûrement 35 ans qu'il n'a pas observé son corps de cette manière. Il est toujours aussi musculeux et robuste, et certainement en meilleure forme que la plupart des hommes de son âge. Mais sa peau a changé. On croirait qu'il est sur le point de fondre. Ça lui donne l'air idiot. Un profond silence règne dans la maison. Dans le voisinage gentil, en fait, tout le monde dort. C'est à cet instant qu'Ove se dit que la détonation va réveiller le chat. La pauvre bestiole va être folle de terreur. Il médite la question un bon moment, avant de reposer l'arme et d'allumer la radio de la cuisine. Non pas qu'il ait besoin de musique pour mettre fin à ses jours. D'ailleurs, il n'aime pas non plus à penser que l'appareil va continuer à consommer de l'électricité quand il sera parti. Mais si, après la déflagration, l'animal entend la radio, il pensera peut-être que le bruit provenait de ces nouveaux airs de pop qui passent en permanence de nos jours. Avec un peu de chance, il se rendormira. Voilà le raisonnement d'Ove. C'est pas de la pop que diffuse la radio en cet instant, constate Ove quand il reprend une nouvelle fois l'arme dans le couloir, mais les informations locales. Il s'immobilise pour écouter un moment. Le bulletin n'est peut-être pas très important quand on s'apprête à suicider d'une balle dans la tête, mais se tenir au courant ne peut pas faire de mal. On parle de la météo, de l'économie, du trafic routier, et à la suite d'une série de cambriolages en ville, on encourage les propriétaires de villas ou de pavillons à la vigilance ce week-end. Maudit voyou, grommeille Ove, se resserrant le poing sur le fusil à cette annonce. Après coup, les 2 voyous, Adrian et Mirsad, auraient sans conteste aimé être avisés de toutes ces informations avant de venir frapper à la porte d'Ove quelques secondes plus tard. Ainsi, ils auraient su qu'Ove entendait le crissement de la neige sous leurs pas et ne penserait pas Chouette, de la visite, mais plutôt attendez un peu, salopard. De même, ils auraient su qu'Ove, vêtu d'un caleçon et de chaussettes, serait armé de fusils de chasse âgés de 3/4 de siècle quand ils ouvraient la porte avec la dégaine d'un vieux Rambo domestique. Alors Adrian n'aurait pas poussé aussitôt un glapissement strident qui fit trembler les vitres dans tout le quartier, avant de courir, pris de panique, droit dans le mur de la remise, où il manqua de s'assommer. Quelques cris confus et une bonne dose de tumulte s'ensuivirent avant que Mirsad parvienne à décliner son identité de voyou aux normes et non pas de voyou cambrioleur, avant qu'Ove ne comprenne la situation. Entre-temps, il avait jeté le fusil vers eux, faisant hurler Adrian comme une alarme anti-aérienne. Chut! Tu vas réveiller le chat, bon sang! Le sermonne Ove d'un ton colérique, tandis que le jeune homme tombe à la renverse, dans une congère, le front orné d'une bosse de la taille d'un paquet de raviolis. Mirsad, qui regarde fixement l'arme, se demande soudain si venir voir Ove en pleine nuit, sans être annoncé, était une bonne idée. Adrian se relève, jambes chancelantes, en s'appuyant à la remise avec le gestuelle d'une personne qui s'apprête à crier
Non, non, mais je suis pas bourré! Ove lui lance un regard accusateur. Je veux savoir ce que vous fabriquez. Il brandit le fusil d'un air menaçant. Mirsad pose lentement un gros sac dans la neige. Et Yuan lève instinctivement les mains, comme s'il était sur le point d'être dévalisé. Mais il perd l'équilibre et manque de culbuter à nouveau dans la neige. C'était l'idée d'Adrian, commence Mirsad les yeux baissés. Ove note qu'il n'est pas maquillé. Mirsad a fait son coming out aujourd'hui, vous savez? C'est Adrian en hochant la tête avec enthousiasme, avant de tituber le long de la remise, une main plaquée sur le front. Quoi? Fait Ove en élevant de nouveau le fusil, soupçonneux. Il a fait, vous savez bien, son coming out. Il a annoncé qu'il est. Eguan s'interrompt. Il semble distrait, d'une part par l'homme de 59 ans à caleçon qu'il tient en joue, d'autre part par la conviction croissante qu'il souffre d'une commotion cérébrale. Mirsad se redresse avec un signe de tête plus ferme à l'intention d'Ove. J'ai annoncé à mon père que je suis homosexuel. Le regard d'Ove se fait moins menaçant, néanmoins il ne baisse pas son arme. Mon père déteste les homosexuels. Il a toujours dit qu'il préférait mourir plutôt que d'avoir un enfant homosexuel, poursuit Mirsad. Alors il n'a pas très bien pris. C'est le moins qu'on puisse dire, ajoute-t-il après un silence. Il lui a mis dehors, lance Elian. Il l'a mis dehors, le corrige Ove. Mirsad ramasse son sac avec un nouveau signe à Ove. C'était pas une bonne idée, on n'aurait pas dû essayer. Essayer quoi? Demande Ove d'un ton cassant. Il a ouvert la porte en caleçon pour une température négative, alors il a au moins le droit de savoir de quoi il retourne. Mirsad prend une grande inspiration, ravalant immédiatement sa fierté. Mon père a dit que je suis malade. Il m'a interdit de revenir chez lui avec mes tendances, vous savez, contre nature, explique-t-il en déglutissant avec difficulté. Parce que tu es une personne pédée? Mirsad hoche la tête. Je n'ai pas de famille en ville. Je pensais dormir chez Adrian, mais sa mère a la visite de son nouveau copain. Il se tait, puis il secoue la tête comme s'il se trouvait très bête. C'est une idée stupide, dit-il à voix basse en détournant. Adrian, qui a visiblement retrouvé sa combativité, avance vers Ove en trébuchant dans la neige. Mais merde, Ove! Vous avez plein de plages chez vous! Alors on pensait que vous voyez qu'il pourrait peut-être chercher ici cette nuit. Chez moi? Bon sang, je ne sais pas un fichu hôtel! Proteste Ove en levant le fusil contre lequel Adrian vient buter. Ce dernier s'immobilise tout net. Mirsad les rejoint en deux pas rapides et pose la main sur l'arme. On n'avait nulle part où aller, désolé, dit-il en regardant Ove droit dans les yeux, tout en déviant le fusil de sa trajectoire. Ove se ressaisit quelque peu et baisse l'arme vers le sol. Il recule de manière imperceptible dans le couloir, comme s'il ne remarquait qu'à cet instant le froid qui assaillit son corps, pour dire les choses avec tact, légèrement vêtu. Il aperçoit du coin de l'œil la photo de Sonia au mur, la robe rouge, le voyage en Espagne quand elle était enceinte. Il l'avait supplié plus d'une fois de décrocher cette maudite photo, mais elle avait toujours refusé, en disant que c'était un souvenir aussi précieux que les autres. Quelle tête de mule! Ça aurait donc dû être le jour de la mort d'Ove. À la place, il y eut le soir avant le matin où il se réveille dans sa maison, qu'il partage désormais avec un chat et aussi une personne pédée. Sonia aurait adoré, naturellement. Elle aimait les hôtels. Ah, ok, elle aimait les hôtels. Sonia aurait adoré, naturellement. Elle adorait les hôtels. Chapitre 33. Ove et une tournée d'inspection, pas tout à fait comme d'habitude. Ove ne peut pas toujours expliquer pourquoi certains hommes entrent soudain en action. Parfois, ils savent qu'ils devront le faire tôt ou tard, alors ils préfèrent agir vite. Et parfois, au contraire, ils se rendent compte qu'ils auraient dû passer à l'acte bien avant. Ove sait depuis le début ce qu'il avait à faire. Mais au fond, les humains sont des créatures optimistes. On croit toujours ce qu'on aura encore On croit toujours que l'on aura le temps, encore du temps à passer avec les gens, le temps de parler avec eux, puis un événement se produit, et tout ce qui reste, ce sont des si seulement. Il s'arrête au milieu de l'escalier, déconcerté. Il n'a pas senti cette odeur dans la maison depuis la mort de Sonia. Il descend lentement les dernières marches et se poste à la porte de la cuisine avec l'attitude de celui qui vient surprendre un cambrioleur.
C'est toi qui as fait griller du pain? Mirsad acquiesce, inquiet. Oui, j'espère que ça ne vous gêne pas. Pardon, j'ai mal fait. Hope s'aperçoit qu'il a même préparé du café. Le chat mange sa boîte de thon. Hope hoche la tête sans répondre. Le chat et moi, nous allons faire notre ronde de notre quartier, déclare-t-il à la place. Je peux vous accompagner? On le dévisage. C'est soupçonneux que si le jeune homme s'était grimé en pirate dans une zone piétonne et venait de mettre Ove au défi de deviner sous quel gobelet était cachée la pièce en argent. Peut-être que je peux vous aider, ajoute Mirsad d'un ton pressant. Ove enfile ses sabots dans le couloir. C'est un pays libre, marmonne-t-il en ouvrant la porte au chat. Mirsad, qui interprète de toute évidence cette réponse comme un avec plaisir, mais rapidement sa veste et ses chaussures avant de se lancer à leur suite. Si Ove s'imagine que c'est le seul visiteur non annoncé qu'il recevra aujourd'hui, il se trompe lourdement. Salut les mecs! S'écrie Jimmy quand il s'avance dans la rue entre les maisons. Il surgit derrière eux en haletant, vêtu de sous-vêtements vert vif tendu à craquer. Cove prend d'abord pour de la peinture corporelle. Salut! Répond timidement Mirsad. Jimmy! Non, Jimmy! Annonce Jimmy, qui tend la main en pantelant. Le chat s'apprête à se frotter amoureusement contre ses jambes, mais change d'avis en se souvenant que son sauveur a fini à l'hôpital à cause de ses réactions allergiques et choisit la meilleure option qui lui reste, se rouler dans la neige. Le jeune homme lance un sourire enjoué à Ove. Je te vois souvent sortir tôt le matin, mec. Alors je voulais savoir si c'était ok si je m'incruste. J'ai décidé de me mettre à bouger, tu vois. Et il lâche la tête, le gratte sur son menton ondule vers ses épaules, comme une voile dans la tempête. Ove affiche un regard particulièrement dubitatif. Tu te lèves toujours à cette heure-là? Je m'éclate de rire tonitruant. Déconne pas, mec! Je me suis pas encore couché. Et voilà comment un chat, un allergique en surpoids, une personne pédée et un homme nommé Ove font une tournée d'inspection dans le quartier. En regardant ses compagnons se diriger vers le parking, Ove se dit qu'il vient sans doute de fonder l'équipe de vigilance citoyenne la moins intimidante de tous les temps. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici? Demande Jimmy avec curiosité en boxant l'épaule de Misrad comme quand ils arrivent devant le garage. Misrad explique brièvement qu'il s'est disputé avec son père et qu'Ove l'héberge de manière temporaire. Quoi? T'es en pleine fête avec ton daron? Ça ne te regarde pas, répond immédiatement Ove. Jimmy lui lance un coup d'œil surpris, mais hausse les épaules et semble oublier immédiatement la question. Misrad adresse à Ove un regard de gratitude. Ove donne un coup de pied dans son panneau. Sérieux, mec? Tu viens ici chaque matin? Demande Jimmy gaiement. Oui, répond Ove, un soupçon moins gaiement. Pourquoi? Pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'effraction. Tu déconnes? Y en a souvent? Non. Jimmy affiche une expression confuse. Ove secoue 3 fois la poignée de son garage. Il n'y a jamais de cambriolage avant que ça arrive pour la première fois, grogne-t-il en se dirigeant vers les places de stationnement. Le chat regarde Jimmy, l'air très déçu par les capacités intellectuelles du jeune homme. Celui-ci fait la moue et pose la main sur son ventre comme pour s'assurer que toute cette activité ne l'a pas fait fondre. Au fait, t'es au courant pour Rune? Lance-t-il entre-temps après Ove. Celui-ci ne répond pas. Les services sociaux vont venir le chercher et tout. Tu vois? Explique Jimmy une fois arrivé à sa hauteur. Ove inscrit les numéros d'immatriculation des voitures dans son carnet. Son voisin prend manifestement son silence pour un encouragement à poursuivre. Tu vois, le truc, c'est qu'Anita a demandé à bénéficier de plus de soins à domicile. René HS, hors service. Et elle tient plus le coup, en gros. Alors les services sociaux ont fait une enquête. Et un type a appelé pour dire qu'il pensait qu'elle allait pas s'en sortir. Et donc, il voulait placer Rune dans une institution. Et Anita a dit que dans ce cas, il pouvait laisser tomber, qu'elle ne voulait plus les soins à domicile, mais le titre est devenu vachement teigneux, il n'était plus cool du tout. Il a répondu qu'il ne pouvait pas ignorer les résultats, et que c'était elle qui avait demandé l'enquête. Et voilà ce qu'ils avaient conclu. Et c'est comme ça. Elle peut dire ce qu'elle veut. Ça change rien parce que le type des services sociaux fait ce qu'il lui chante. Tu piges? Jimmy adresse un signe de tête à Mirsad en quête d'approbation. Pas cool, constate Mirsad, hésitant. Tu parles que c'est pas cool?
Fait Jimmy avec un geste affirmatif qui secoue tout son torse. Ove remet son stylo et son carnet dans sa poche avant de passer au local à poubelle. Bah, ils mettent une éternité à prendre une décision, répond-il avec dédain. Ils disent qu'ils vont l'emménager, qu'ils vont l'emmener maintenant, mais ils ne vont pas remuer leur petit doigt avant 1 an ou 2. Il sait parfaitement comment fonctionnent ces foutus gratte-papier. Mais ils ont entériné leur décision, mec, dit Jimmy en se grattant le cuir chevelu. Il suffit de lancer une fichue procédure d'appel. Ça prend des années. C'est en tête Ove en le dépassant. Jimmy le regarde, l'air de se demander s'il devrait essayer de rattraper. Mais c'est ce qu'il a fait. Mais c'est ce qu'elle a fait. Elle a envoyé des lettres et tout pendant 2 ans. À ces mots, Ove ralentit l'allure. Il entend le crissement de la neige sous les pas lourds de Jimmy. 2 ans demande-t-il sans se retourner. Au moins, dit Jimmy. Ove compte dans sa tête. C'est un mensonge. Sonia l'aurait su. Je n'avais pas le droit de vous le dire. Anita ne voulait pas, tu vois. Jimmy se tait, puis baisse les yeux. Ove se retourne, les sourcils en accent circonflexe. Comme ça. Je vois quoi? Jimmy prend une grande inspiration. Elle pensait que vous aviez déjà assez de problèmes, chuchote-t-il. À ces mots succède un silence si épais qu'on aurait le qu'on pourrait le détailler à la hache. Jimmy regarde obstinément la neige, Ove ne dit rien. Il entre dans le local à poubelle, en ressort. Il entre dans la remise à vélo, en ressort. Mais un déclic se poursuit. Ça fait tilt, disait Sonia. Les paroles de Jimmy planent sur les gestes d'Ove comme un nuage lourd, et une colère folle monte en lui. De plus en plus vite, telle une tempête dans sa poitrine. Il ouvre les portes de plus en plus brutalement, donne des coups de pied contre leur seuil, et quand Jimmy murmure que c'est foutu maintenant, mec, ils vont placer une en foyer, tu vois, Ove claque si fort la porte que tout le local tremble sur ses bases. Il leur tourne le dos, silencieux, et respire de plus en plus fort. Vous allez bien? Demande Myrsad. Ove leur fait face, toute sa rage jusqu'alors contenue, et à présent dirigée vers Jimmy. C'est vraiment ce qu'elle a dit? Qu'elle ne voulait pas demander de l'aide à Sonia parce que nous avions déjà assez de problèmes? Jimmy hoche la tête terrifié. Ove baisse les yeux, sa poitrine se soulève sous sa veste. Il pense à l'expression qu'aurait eue Sonia si elle l'avait appris. Si elle avait su que sa meilleure amie n'avait pas voulu lui demander son aide parce qu'elle avait déjà assez de problèmes. Ça lui aurait brisé le cœur. On ne peut pas toujours expliquer pourquoi certains hommes entrent soudain en action. On savait depuis le début ce qu'il avait à faire et qui il devait aider avant de mourir. Mais au fond, les humains sont des créatures optimistes. On croit toujours que l'on aura encore du temps à passer avec les gens, le temps de parler avec eux, le temps de faire un appel. Ove se tourne de nouveau vers Jimmy résolu. 2 ans? Jimmy acquiesce. Ove se racle la gorge, incertain pour la première fois. Je croyais que ça venait de commencer. Je croyais que j'avais plus de temps, murmure-t-il. Jimmy essaie de décider si Ove s'adresse à lui ou parle tout seul. Ove lève les yeux. Et il va en emmener une maintenant? Pour de vrai? Plus de bazar administratif et toutes ces histoires? Tu en es absolument certain? Jimmy hoche de nouveau la tête et ouvre la bouche. Mais Ove s'éloigne déjà, avec la démarche d'un héros de western en noir et blanc, sur le point de venger une injustice mortelle dans la rue entre les pavillons du lotissement. Il tourne du niveau de la Skoda blanche, toujours immobilisé par la remorque, et tambourine à la porte avec tant de féroce que le panneau n'a pas d'autre choix que de s'ouvrir s'il ne veut pas voler en éclats. Anita apparaît, stupéfaite. Ove s'engouffre dans le couloir. Tu as les papiers des services sociaux ici? Oui, mais je croyais. Montre-les-moi. Plus tard, Anita racontera aux voisins qu'elle n'a jamais vu Ove autant en colère depuis 1977, quand le journal télévisé avait parlé d'une fusion entre Saab et Volvo.
Parfait. Chapitre 34. Ove et un garçon dans la maison d'à côté. Ove déplie une chemise en plastique bleu qu'il plante dans la neige. Il sait qu'il risque d'en avoir pour un moment, comme à chaque fois qu'il doit annoncer à Sonia quelque chose qu'elle ne va pas apprécier. Il balaie soigneusement la neige de la pierre tombale pour qu'elle se voie bien. En près de 40 ans, toutes sortes de personnes se succèdent dans une maison. La zone neutre, entre les pavillons d'Auve et de Rune, a vu passer des gens calmes, bruyants, originaux, insupportables ou inintéressants. Elle a accueilli des familles avec des adolescents qui ont pissé contre la clôture quand ils étaient ivres. Des, des familles qui ont voulu planter des arbustes non réglementaires dans le jardin. Des familles qui se sont mis en tête de repeindre la façade en rose. Aussi brouillé qu'ils aient pu être. Et aussi brouillé qu'ils aient pu être, il y avait une chose sur laquelle Ove et Rune tombèrent toujours d'accord pendant toutes ces années. Les occupants de la maison du milieu, quels qu'ils soient, étaient des idiots finis. À la fin des années 80, un genre de directeur de banque avait acheté le pavillon pour en faire un bien d'investissement. Ove l'avait-il entendu expliquer à l'agent immobilier. Il loua la maison à différentes personnes au fil des ans. Un été, ce furent 3 jeunes gens qui essayèrent hardiment de transformer les lieux en retraite pour toxicomanes, prostituées et criminels. Ils faisaient la fête toute la journée. Les bouteilles de bière brisées en 1000 morceaux jonchaient la rue comme des confettis, et le grondement de la musique faisait vibrer les tableaux accrochés au mur du salon de Sonia et Ove. Ove alla frapper à leur porte pour couper court à ce remue-ménage, mais les jeunes gens lui rirent au nez. Quand il campa sur ses positions, l'un d'eux le menaça d'un couteau. Quand Sonia essaya de les raisonner le lendemain, ils la traitèrent de vieille estropiée. Ce soir-là, ils mirent la musique plus fort encore, et quand Anita les invectiva depuis sa terrasse, ils lancèrent une bouteille dans les vitres de la salle de séjour. Naturellement, c'était une très mauvaise idée. On entreprit sur le champ de planifier une revanche en étudiant les agissements économiques du propriétaire de la maison. Il appela les avocats et le centre des impôts pour faire rompre le bail, même s'il devait pour cela aller jusqu'à la Cour administrative suprême avec cette maudite affaire, comme il l'annonça à Sonia. Il n'eut pas le temps de mettre un orteil dehors. Une nuit, à une heure avancée, il vit Rune se diriger vers les garages, clé en main, et en revenir avec un sac en plastique dont il ne put déterminer le contenu. Le lendemain, la police emmena les 3 jeunes hommes menottés pour possession d'une large quantité de stupéfiants découvertes dans leur remise après un appel anonyme. Ove et Rune se trouvaient tous deux dans la rue à ce moment-là. Leurs regards se croisèrent. Ove se gratta le menton. Je ne saurais même pas où acheter de la drogue dans cette ville, annonça Ove d'un air songeur. Derrière la gare, l'informa Rune, les mains dans les poches. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire, ajouta-t-il, la mine réjouie. Ove hocha la tête. Ils restèrent un long moment silencieux, sourire aux lèvres. Et la voiture, ça va? Demanda ensuite Ove. Comme sur des roulettes, répondit Rune. Après cette affaire, ils se réconcilièrent 2 mois, puis se brouillèrent à nouveau à propos du chauffage. Mais tant que ça durait, c'était bien, affirma alors Anita. Les locataires de la zone neutre défilèrent les années suivantes, la plupart bénéficiant d'une étonnante mansuétude de la part d'Ove et Rune. Avec le recul, les gens font parfois preuve de plus d'indulgence. Un été, au milieu des années 90, une femme emménagea avec un petit garçon potelé de 9 ans, pour lequel Sonia et Anita se prirent immédiatement d'affection. Le père de l'enfant les avait abandonnés peu après la naissance. L'homme de 40 ans qui vivait avec eux, doté d'un cou de taureau et d'une haleine que les 2 femmes s'efforçaient d'ignorer, était son nouveau grand amour. Il passait peu de temps à la maison et Anita et Sonia évitèrent de poser trop de questions. La fille lui trouvait sans doute des qualités qu'elle-même ne soupçonnait pas. Il s'était occupé de nous et, vous savez, ce n'est pas simple d'être mère célibataire, expliqua-t-elle une fois en souriant bravement. Ses 2 voisins n'insistèrent pas. La première fois qu'ils entendirent des vociférations de l'homme au cou de taureau à travers les murs, ils décidèrent que chacun avait le droit d'agir comme bon lui semblait chez lui.
La deuxième fois, ils se dirent que chaque maison connaît un temps à autre détention. Quand le beau-père s'absenta de nouveau, Sonia invita la femme et le petit garçon à prendre le café. La jeune mère commenta ces échymoses avec un rire forcé en expliquant qu'elle avait simplement ouvert trop vite un placard dans sa cuisine. Le soir même, Rune croisa l'homme au coup de taureau sur le parking. Il sortait de sa voiture, sans nul doute ivre. Les 2 nuits suivantes, les voisins immédiats purent entendre les hurlements de l'homme et le bruit d'objets fracassés sur le sol. La femme émit un bref cri de douleur, quand les supplications mêlées de sanglots du petit garçon. La tape pas! La tape pas! La tape pas! Portèrent à travers les murs. Ove sortit sur la terrasse. Rune était déjà sur la sienne. Une de leurs pires luttes, celle pour la direction du conseil syndical, battait alors son plein, et ils ne s'étaient pas adressé la parole depuis près d'un an. Ce soir-là, ils se regardèrent un bref instant et rentrèrent dans leurs foyers respectifs sans un mot. Ils s'habillèrent et se retrouvèrent 2 minutes plus tard dans la rue. Dans un violent accès de rage, l'homme au coup de taureau se jeta sur eux à l'instant où ils ouvrirent la porte. Mais Ove le frappa en plein sur l'arête du nez. L'homme vacilla quelques secondes, puis se saisit d'un couteau de cuisine et se revers Ove. Il n'atteignit jamais son but. Le poing puissant de Rune s'abattit sur lui comme une masse. Dans ces belles années, Rune était très imposant. Se bagarrer avec lui était un manque de clairvoyance. Le lendemain matin, l'homme quitta le lotissement à tout jamais. La jeune femme passa 2 semaines chez Anita et Rune avant d'avoir le courage de retourner chez elle avec son fils. Rune et Ove se rendirent à la banque au centre-ville, et le soir, Sonia et Anita expliquèrent à leur voisine qu'elle pouvait choisir de voir dans leur geste un cadeau ou un prêt. Dans les 2 cas, les négociations étaient exclues. Voilà comment la jeune femme resta dans la zone neutre avec son fils, un petit garçon potelé et fou des ordinateurs, du nom de Jimmy. Et oui, plot twist. Ove se penche vers la pierre tombale d'un air grave. Je croyais juste que j'aurais plus de temps avec tout. Elle ne répond pas. Je sais que tu penses de ceux. Je sais ce que tu penses de ceux qui font des histoires, Sonia. Mais cette fois, tu dois comprendre. C'est impossible de discuter avec ces gens-là. Il se gratte la paume de l'ongle du pouce. La pierre tombale se dresse, silencieuse, mais Ove n'a pas besoin de mots pour savoir ce qu'aurait pensé Sonia. Lors de leur discussion, le silence éloquent avait toujours été son meilleur atout, vivante ou morte. Ce matin, Ove a contacté l'administration des services sociaux, où Dieu sait quel foutu nom ça porte à présent. Ayant lui-même résilié sa ligne téléphonique, il les a appelés depuis chez Parvanet, qui lui a enjoint d'être aimable et conciliant. Ça n'a pas très bien commencé. On va vite été redirigé vers la personne compétente qui se trouvait être le fumeur en chemise blanche. L'homme a tout de suite manifesté une grande émotion à propos de la petite Skoda blanche, toujours bloquée au bout de la rue devant la maison de Rune et Anita. Excusez. Ove aurait certainement entamé les négociations sur un terrain plus favorable s'ils avaient seulement présenté ses excuses, voire admis qu'il avait eu tort de priver délibérément le petit homme de son véhicule. Cela aurait été sans conteste plus productif, c'est le moins que l'on puisse dire, que de persiférer. Vous n'avez qu'à apprendre à lire les panneaux, crétin d'analphabète! La phrase suivante consistait à convaincre le responsable de ne pas placer Rune en foyer. L'homme a informé Ove que crétin d'analphabète était une façon fort peu judicieuse d'amener la conversation sur ce sujet. Il s'était ensuivi à chaque bout du fil un vif torrent d'injures jusqu'à ce qu'Ove déclare d'une voix forte que ça ne passerait pas ainsi. On débarquait pas chez les gens pour les arracher à leur foyer et les placer en institution juste parce que leur mémoire déclinait. À l'autre bout, le propriétaire de la Skoda a répondu froidement que cela n'avait pas d'importance, puisque dans l'état actuel de Rune, l'endroit où la personne en question sera placée ne fera vraisemblablement aucune différence. On va riposter par un flot d'invectives, puis l'homme en chemise blanche a dit quelque chose de particulièrement stupide. La décision est irrévocable. L'enquête a duré 2 ans. Il n'y a rien que vous puissiez faire, Ove. Absolument rien. Et il a accroché. On va regarder Parvanet puis Patrick. Abattant le téléphone portable de Parvanet sur la table de la cuisine, il a grommelé qu'ils avaient besoin d'un nouveau plan tout de suite.
Parvanet semblait profondément triste, mais Patrick a hoché la tête, enfilé ses chaussures et disparu par la porte. Comme s'il avait entendu Cove prononce enfin ces mots. Il est revenu 5 minutes plus tard, accompagné pour le grand déplaisir d'Ove, d'Anders, le frimeur de la maison voisine, et de Jimmy, qui les escortait d'un air réjoui. Qu'est-ce qu'il fait là? A demandé Ove en désignant le frimeur. Tu avais bien besoin d'un plan, a dit Patrick, avec un signe de tête très satisfait en direction de son voisin. Anders est notre plan, a annoncé Jimmy. Embarrassé, Anders a regardé autour de lui, dans le couloir, un peu intimidé par l'œil torve d'Ove. Mais Patrick et Jimmy l'ont poussé dans la salle de séjour. Explique, l'a escorté Patrick. Expliquez quoi? A voulu savoir Ove. En fait, j'ai entendu dire que vous avez des ennuis avec le propriétaire de la Skoda, a dit Anders. Il a lancé un coup d'œil nerveux à Patrick. Impatient, Ove lui a fait signe de continuer. Eh bien, je vous ai probablement jamais dit quel genre d'entreprise je dirais ici, a poursuivi Anders. Ove a mis les mains dans ses poches et s'est détendu un peu. Anders a expliqué. Même Ove a dû convenir que ça tombait à pic. A dû convenir que ça tombait fichtrement à pic. On est... Où est passée la béca? A fait Ove avant d'être interrompu par un coup de pied de Parvanet. Ta fiancée. On n'est plus ensemble. Elle est partie. Répondit Anders en regardant ses chaussures. J'étais plus sûr que c'était Anders, ok? C'est le chum de la connasse avec son chien con. Il expliquait alors qu'elle n'avait manifestement pas apprécié Cove lui ait cherché des noises à elle et à son chien. Mais c'était rien comparé à sa colère quand elle avait raconté Cove l'avait traité de serpillière sur pattes et qu'Anders n'avait pas pu s'arrêter de rire. Son nouveau copain est passé récupérer ses affaires. Il se voyait dans mon dos depuis quelques mois, apparemment. Burk! Se sont exclamés Jimmy, Parvanet et Patrick d'une seule voix. Il roule en Lexus, ajouta Anders. Burk! s'est crié Off. Voilà comment, quand l'homme au mégot est arrivé avec un policier pour exiger qu'on relâche la Skoda blanche, la remorque et la voiture avaient déjà disparu. Ove traînait devant sa maison, les mains enfoncées dans les poches, lorsque le fumeur a finalement perdu toute maîtrise de soi et s'est mis à déverser un chapelet de propos complètement décousus. Ove a affirmé qu'il n'avait aucune idée de la façon dont ça aurait pu se produire, mais a fait aimablement remarquer que ça ne serait jamais arrivé si le propriétaire avait respecté l'interdiction de circuler en voiture dans le lotissement. Bien sûr, elle a oublié de mentionner qu'Anders dirigeait, par le plus grand des hasards, une société de dépannage et qu'à l'heure du déjeuner, une des dépanneuses était venue chercher la Skoda pour l'abandonner dans une gravière à 40 km de la ville. Quand le policier, plein d'égards, a demandé à Ove s'il n'avait vraiment rien vu, ce dernier a regardé le propriétaire du véhicule droit dans les yeux. Je ne sais pas, mais j'ai peut-être oublié. La mémoire flanche avec l'âge. L'agent d'uniforme a regardé autour et s'est enquis de ce qu'Ove faisait dans la rue au milieu de la journée, s'il n'avait rien à voir avec la disparition de la Skoda. Ove a haussé innocemment les épaules et fixant l'homme à la chemise blanche, les yeux plissés. Il n'y a toujours rien à la télé. La rage a effacé les couleurs du visage de l'homme, le rendant presque plus blanc que sa chemise. Il est parti en trombe, jurant que cette affaire était loin d'être finie. C'était on ne peut plus vrai. Quelques heures plus tard, à peine, un coursier a délivré au domicile d'Anita une lettre recommandée des services sociaux signée par l'homme au mégot. Elle indiquait la date et l'heure de la prise en charge. Devant la tombe de Sonia, Ove dit vaguement qu'il est désolé. Tu te fais toujours une sacrée bille quand je fais des histoires avec les gens, je le sais bien. Mais voilà où en sont les choses. Tu vas devoir m'attendre encore un peu là-haut, parce que je n'ai pas le temps de mourir maintenant. Puis il arrache les fleurs givrées du sol dur comme le roc, il pique de nouvelles et retourne vers le parking avec sa chaise en plastique, en marmonnant des paroles qui ressemblent à s'y méprendre à parce que maintenant, bon sang de bonsoir, c'est la guerre.
dernier chapitre du jour 35, Ove et l'incompétence sociale. Quand Parvanès s'engouffre dans le couloir, paniqué, il se rue de nouveau vers les toilettes sans même dire bonjour. Ove envisage d'entamer la conversation en demandant comment elle se débrouille pour être prise pendant les 20 maudites secondes de trajet entre leurs deux maisons d'une envie si pressante qu'elle n'a pas le temps de le saluer comme une personne bien élevée. Mais l'enfer ne connaît pire colère que celle d'une femme enceinte en détresse. L'avait un jour averti Sonia, alors Ove tient sa langue. Les voisins disent qu'il est devenu une autre personne, qu'ils ne l'ont jamais connu aussi engagé. Mais il ne s'est simplement jamais rangé de leur il ne s'est simplement jamais rangé à leur satanique cause auparavant, leur a-t-il fait remarquer. Il a toujours été engagé, tonnerre de Dieu. Patrick affirme que ces derniers jours, il patrouille entre les maisons et claque les portes à la manière d'un robot vengeur venu du futur et très, très en colère. Ove ne voit pas ce qu'il veut dire. Néanmoins, il a passé ces derniers soirs plusieurs heures d'affilée chez Parvanet. Patrick et les filles, au cours duquel Patrick s'est efforcé de le convaincre de ne pas laisser de traces de doigts furieuses sur l'écran de l'ordinateur à chaque fois qu'il montre quelque chose. Jimmy, Mirsad, Adrian et Anders étaient présents aussi. Jimmy a encouragé les autres à surnommer la cuisine de Parvanet et Patrick l'étoile noire et leur voisin Dart Ove. Ove ne saisit pas, mais soupçonne une plaisanterie stupide. Effectivement. Je vais te cacher les fans de Star Wars en une ligne. Ove a d'abord proposé de répéter la manœuvre de Rune et de cacher de la marijuana dans la remise de l'homme en chemise blanche. Mais l'idée n'a pas plu à Parvanet. Puis ils ont commencé à échafauder un plan B. Le soir précédent, Patrick a néanmoins annoncé qu'il ne pouvait plus mettre le plan en œuvre par ses propres moyens. Il se trouvait dans une impasse. Ove a alors hoché de la tête d'un air résolu, demandé à emprunter le téléphone de Parvanet et quitter la pièce pour entamer les négociations. Ça ne lui plaisait pas. Mais à la guerre comme à la guerre. Parvanet ressort des toilettes. On y va? Demande Ove, comme si c'était la fin de la mi-temps. Elle fait signe que oui. Mais quand il longe le couloir, elle jette un coup d'œil dans la salle de séjour et s'immobilise. Ove est déjà sur le seuil, mais il sait parfaitement ce qu'elle observe avec autant d'attention. C'est... chiotte! C'est pas grand-chose, me dit-il, en la pressant de le suivre. Mais elle ne bouge pas, et Ove donne de vigoureux coups de pied dans la moulure de la porte. Il prenait seulement la poussière, de toute façon. Je l'ai juste poncé, et repeint, et verni. Bon sang, c'est vraiment rien d'extraordinaire, bougonne-t-il. Oh, Ove, souffle Parvanet. Ove entreprend d'administrer des coups de pied contre le seuil. On peut le repeindre en rose, si jamais c'est une fille, je veux dire, murmure-t-il. Il se racle la gorge. Même si c'est un garçon, les garçons peuvent aussi dormir dans du rose maintenant. Parvanet contemple le lit à barreaux bleus, les mains plaquées sur la bouche. Si tu pleures, je le garde, avertit Ove. Quand elle se mit tout de même à pleurer, Ove soupire. Ah, les femmes. Il sort dans la rue. Une demi-heure plus tard, l'homme en chemise blanche écrase sa cigarette sous sa chaussure et tambourine à la porte d'Anita et Rune. Lui aussi semble sur le sentier de la guerre. Il a emmené un détachement de 3 jeunes gens en blouse d'infirmiers, à croire qu'ils s'attendaient à rencontrer une âpre résistance. Quand la petite femme leur ouvre, les infirmiers semblent presque embarrassés, mais le fumeur avance à grands pas, en brandissant un papier à la manière d'une hache. C'est l'heure, déclare-t-il d'un ton quelque peu impatient, en essayant de s'engouffrer dans le couloir. Mais Anita lui barre le chemin. Dans la mesure où une personne de sa taille peut faire obstacle à qui que ce soit, non, dit-elle sans reculer d'un pouce. L'homme en chemise blanche a des visages. Il secoue la tête avec lassitude et appuie les doigts sur ses pommettes dans un geste qui lui aplatit le nez. Vous avez eu 2 ans pour vous faire à l'idée et accepter la manière douce, Anita.
La décision est irrévocable maintenant. C'est comme ça. Il essaie de nouveau d'entrer, mais Anita reste plantée sur le seuil, aussi inébranlable qu'une pierre unique, au bord d'une falaise aride. Elle inspire profondément sans lâcher l'homme du regard. Quel genre d'amour est-ce donc si on quitte l'autre à la moindre difficulté? Si on abandonne l'autre quand les choses deviennent désagréables? Dites-moi, quel genre d'amour c'est? Sa voix est un vibrato triste qui frôle la crise de nerfs. Le frimeur pince les lèvres. La frustration fait palpiter une veine sur sa tempe. Rune ne sait même pas où est la moitié du temps. Ne sait pas où il est la moitié du temps. L'enquête là. Mais moi, je le sais, l'interrompt Anita, index tendu vers les trois infirmiers. Moi, je le sais, leur crie-t-elle. L'homme en chemise blanche pousse un nouveau soupir. Et qui va s'occuper de lui, Anita? Demande-t-il d'un ton ironique en secouant la tête. Il avance d'un pas en faisant signe à son escorte de le suivre. Je vais m'occuper de lui, répond Anita à l'œil noir. L'homme secoue de nouveau la tête en forçant le passage. C'est à cet instant qu'il remarque les silhouettes derrière elle. Moi aussi, dit Ove. Moi aussi, ajoute Parvanet. Moi aussi, renchérissent Patrick, Jimmy, Anders, Adrian et Myrsad. L'homme en chemise blanche s'immobilise les yeux. S'immobilise les yeux étrécis. Une femme d'environ 45 ans, à la queue de cheval lâche, au jean usé et au coupe-vent kaki trop grand, surgit à côté de lui. Je travaille pour le journal local. J'aimerais vous poser quelques questions, dit-elle en me rendant un dictaphone. Ceux qui ont vu les films, vous avez la scène en tête. Le propriétaire de la Skoda l'observe un long moment, puis se tourne vers Ove. Les deux hommes se regardent en chien de faïence. Face au silence de l'intrus, la journaliste extrait de son sac une liasse de papier qu'elle lui fourre dans les mains. Voici la liste de tous les patients dont vous et votre division vous êtes occupés ces dernières années. Toutes les personnes de la même situation que Rune qui ont été placées en institution contre leur volonté et celle de leur famille. Toutes les irrégularités qui se sont produites dans les maisons de retraite où vous avez organisé les placements. Tous les points où les règles n'ont pas été respectées, où la procédure n'a pas été suivie. Elle parle sur le même ton que si elle venait de lui remettre les clés d'une voiture qu'il aurait gagnée à une tombola. Puis elle ajoute avec un sourire. Vous voyez, l'avantage d'éplucher la papasserie quand on est journaliste, c'est que les administrations sont toujours les premiers à enfreindre les règles. L'homme en chemise blanche continue de fixer Ove, qui, lui aussi, garde le silence. Le premier serre les mâchoires. Patrick contourne Ove, s'éclaircit la voix, et sort de la maison en sautillant sur ses béquilles, puis il désigne d'un coup de menton les papiers dans les mains de l'homme. Oui, si jamais vous vous demandez de quoi il s'agit, eh bien, ce sont vos relevés bancaires des 7 dernières années. Et chaque billet de train et d'avion que vous avez payé par carte, et les hôtels où vous avez pris une chambre, et tout l'historique de navigation de votre ordinateur, et toute votre correspondance électronique, professionnelle et privée. Le regard du fumeur va de Patrick à Ove, il serre plus fort les dents. Non, mais non pas que nous soutenions que vous ayez quoi que ce soit à cacher, reprend aimablement la journaliste. Absolument pas, renchérit Patrick avec des signes de dénégation. Mais vous savez, répond la journaliste en se grattant distraitement le menton, si on commence vraiment à fouiller dans le passé, poursuit Patrick en hochant la tête, on tombe sur des choses que les gens voudraient plus que tout enterrer, l'informe la journaliste avec un sourire indulgent. Des choses qu'ils aimeraient oublier, développe Patrick avec un signe en direction de la fenêtre du salon, où l'on aperçoit le crâne de Rune qui dépasse de son fauteuil. La télévision est allumée, une odeur de café filtre par la porte. Patrick tapote la pile de papier du bout de sa béquille, mouillant de neige la chemise blanche de l'homme. Si j'étais vous, je jetterais un coup d'œil à l'historique de navigation. Puis Anita, Parvanet, la journaliste, Patrick, Ove, Jimmy, Anders, l'homme au mégot et trois infirmiers se regardent tous fixement, muets comme des joueurs de poker qui, ayant misé tout ce qu'ils possèdent,
s'apprêtent à abattre leur dernière carte. Finalement, après de longues secondes auxquelles chacun retient son souffle, l'adversaire commence à feuilleter lentement les papiers. « Où avez-vous trouvé ces conneries ?» siffle-t-il, le cou rentré dans les épaules. « Sur Internet !» tonne Ove en sortant de la maison, les poings sur les hanches. L'homme en chemise blanche relève la tête. La journaliste s'éclaircit la gorge en indiquant poliment les documents. Mon rédacteur en chef est sûr qu'avec un bon battage médiatique, votre division en aura pour des mois de procédure judiciaire, voire des années. Elle pose doucement la main sur l'épaule du fumeur. Je crois que ça vaudrait mieux pour tout le monde si vous partiez d'ici tout de suite. Et, à l'immense étonnement d'Ove, l'homme s'exécute. Suivi des 3 infirmières, il disparaît à l'angle de la rue, tel une ombre sous le soleil de midi. Pareil à tous les gredins à la fin des comptes. La journaliste adresse un signe de tête suffisant à Ove. Je vous l'avais bien dit, personne n'ose chercher des poux aux journalistes. Ove enfonce les mains dans ses poches. Ne vous avisez pas d'oublier votre promesse, ajoute-t-elle en souriant. Ove émet un grincement digne d'une porte en bois, qu'on essaie d'ouvrir après un dégât des eaux. Au fait, vous avez vu la lettre que je vous avais envoyée? Demande-t-elle. Ove secoue la tête. Faites-le! Difficile à dire si Ove répond oui, oui ou s'il souffle vigoureusement par le nez. Anders attend devant la maison, les bras ballants, avant de croiser les mains sur son ventre. Bonjour, lance-t-il finalement d'une voix étranglée. Bonjour, répond chaleureusement la journaliste. Je suis un ami d'Ove, balbutie-t-il. Moi aussi, dit la journaliste avec un sourire. Et il advient ce qu'il devait advenir. Ove quitte la maison 1 heure plus tard, après s'être entretenu un long moment à voix basse avec Rune, en privé, dans la salle de séjour. Rune et lui devaient discuter sans interférence, a expliqué Ove d'un air revêche, en refoulant par Vanet, Anita et Patrick dans la cuisine. Dans d'autres circonstances, Anita aurait juré que Rune avait ri plusieurs fois à gorge déployée dans les minutes qui suivirent.